Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Soutenir le financement des petites et moyennes entreprises est l'ambition, elle est noble. Ces chances sont-elles aussi nobles? Dans un monde de plus en plus en crise, la place de la chance est de plus en plus importante pour réussir. Exemple, réussir à faire face à la vie chère. Les membres du cadre permanent de concertation sont visiblement touchés par les affres de cette vie chère qui s'est installée au Togo. Jeudi, à la dernière session de cette concertation, les acteurs politiques ont montré leur empathie. Le gouvernement dit ne pas être insensible. Les opposants pressent le pouvoir à faire plus. Ces jours, des soucis sont matérialisés par des questions autour de la gestion des prix des produits pétroliers. Le litre d'essence doit-il rester à 700 francs CFA alors que le prix du baril a baissé? Cette question n'est pas seule, puisqu'au CPC, les participants se sont interrogés aussi sur les prochaines élections sénatoriales en vue de la modification du code électoral. D'ailleurs, un projet portant code électoral conformément à la nouvelle constitution a été examiné par les membres du gouvernement. Il s'agira, dit le texte du communiqué, de remédier aux insuffisances et de passer à une harmonisation avec le nouveau cadre constitutionnel. Ce nouveau cadre va-t-il redonner un nouveau souffle au processus démocratique en cours dans le pays? Dimanche, à la célébration de la Journée internationale de la démocratie, les défis qui titillent le processus togolais ont été de nouveau mis sur la place publique. Ce même dimanche, la nationale numéro 1 a rappelé aux Togolais qu'elle demeure dangereuse, redoutable et funeste. C'est souvent la porte de cimetière pour certains des usagers, comme une partie de ceux qui avaient pris place dans un bus la nuit en direction de Lomé qui n'atteindront pas vivants. Et ce sont les vivants qui continuent d'aligner les uns à côté des autres les noms de ceux qui ont servi la République. Le dernier nom ajouté est celui de Benjamin Komla Gbeka, ancien ministre et membre de la HAC. C'est un ancien journaliste. La presse est donc en deuil. Bienvenue au D12 de Pyramide FM entre samedi de la célébration de la Journée internationale de la paix et demain lundi, celle de l'agression terroriste contre le Togo. C'est une connaissance de la presse qui est avec nous en studio ce dimanche. Madi Diaba Kate, il est politologue et séiste. Le numéro du D12, 196 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est donc mise en onde par Vincent Slas Boga, coup dehors. Madi Diaba Kate, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien. C'est toujours un plaisir d'écouter vos introductions. Ça donne la chair de poule. C'est toujours du bon et du lourd. Nous essayons de donner du bon et du lourd. Pour que les gens aient la chair de poule, justement. Félicitations. Merci beaucoup. D'abord, cette première préoccupation qui est en lien avec votre région d'origine. Je rappelle que vous êtes de la région des Savanes, située au fronton nord du Togo et sous les menaces des attaques terroristes. Est-ce que vous avez l'impression, oui ou non, que les autres régions du Togo, les autres communautés, les partis politiques, les associations manifestent assez leur solidarité avec les populations de cette partie du Togo? Bon, il est communément dit dans notre culture que c'est celui qui va à la cuisine chercher la sauce qui sait ce qui se dit. Ou c'est celui qui est proche du WC qui est en mesure de vous dire quelle est l'odeur au niveau du WC. Donc, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans la région des Savanes, sont plus concernés et plus préoccupés, contrairement à ceux qui n'y sont pas et qui vivent la chose de loin et qui, bon, peut-être ne saisissent pas l'ampleur de ce qui s'y déroule. Mais au fond, la réelle préoccupation, est-ce que nous communiquons sur ce qui se passe dans les Savanes? Il faut noter qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais a opté pour un silence autour de tout ce qui se passe dans la région des Savanes. Vous avez vu la dernière attaque qu'il y avait eu entre-temps contre nos militaires. Même des gens d'autres pays ont communiqué pour présenter leurs condoléances au Togo, mais nous n'avons vu aucun communiqué officiel au niveau du Togo pour faire état de l'attaque en question. Donc, c'est aussi ça. Est-ce que nous sommes tous réellement concernés dans la communication qui se fait autour de la dynamique terroriste là-bas? Je ne pense pas forcément. Mais évidemment, pour ceux qui y vivent et pour ceux qui ont une idée de ce qu'on appelle le terrorisme et qui n'avertit pas, qui frappe à tout moment, je pense que la préoccupation est plus grande. Mais il faut le comprendre. C'est comme si nous étions loin d'eux alors que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres. Donc,
on n'apprécie pas de la même façon. C'est clair qu'au-delà de cette région, c'est tout le Togo et une bonne partie de l'Afrique même qui est concernée par ces menaces. En quoi, par exemple, on peut être matérialisé? Comment matérialiser cette solidarité? Faites des dons, faites des collectes, et priez pour ceux qui sont là-bas. Quoi faire concrètement? Vous savez, je pense que notre société a traversé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui même, quand vous demandez à des gens de faire don, ils n'ont pas confiance. Parce qu'entre Togolais, on ne se fait plus confiance. Parfois, vous avez même des ONG, vous leur donnez et ça atterrit dans la poche de quelqu'un. Vous donnez au gouvernement, ça atterrit dans la poche de quelqu'un. Donc aujourd'hui, il est difficile de demander à un Togolais même de faire un don, à moins qu'il y ait la possibilité d'interagir directement avec des gens qui sont concernés là-bas et de leur apporter des soutiens plus sous une forme structurelle. C'est-à-dire pas des dons individuels, mais des choses qui peuvent être faites pour la collectivité. Aujourd'hui, nous parlons de déplacés internes, parce qu'il y a des Togolais qui ont quitté leur localité pour aller vivre dans d'autres localités. L'impact se fera sentir sur des zones urbaines comme Dapaonville ou les autres villes avoisinantes. Donc, dans tout ça, ça veut dire qu'il y a un impact qui est là et il faut apporter des mesures dans ce sens. Donc, ça veut dire aussi que on peut, dans une certaine mesure, mobiliser des ressources pour les centres de santé qui sont dans ces zones. On peut, dans une certaine mesure, dire que les gens ont bougé, les gens sont dans des différents villages. Ça veut dire aussi que l'accès à l'eau reste primordial. Donc, on peut aussi aider les gens à travers des forages ou autres, ou même donner du matériel de purification de l'eau qu'on peut distribuer à des gens. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais la plus réaliste et la plus pratique, c'est de ne pas oublier ces gens au quotidien dans nos prières. Prier pour eux. Prier pour qu'ils ne soient pas affectés par le conflit. Et de l'autre côté, je le dis toujours, face au terrorisme, la réponse militaire n'est pas la seule. C'est une coordination civilo-militaire. Et à ce titre, il va falloir aujourd'hui qu'on continue par s'assurer que les droits de l'homme aussi ne disparaissent pas de ce contexte. Parce que parfois, il y a des aspects que nous négligeons. Aujourd'hui, on dit la lutte contre le terrorisme et ça veut dire aussi la restriction de tous les droits, la restriction des mouvements. Je ne vais pas taper dans une porte ouverte, mais il y a certains groupes ethniques aujourd'hui qui sont d'une façon de facto assimilés à la menace terroriste. Et ils sont dérangés, ils sont, on parle de harassment, ils sont harcelés à tout moment dans leur mouvement. Donc il y a tout ça là aussi qu'il faut prendre en considération. La seconde question, en lien toujours avec votre personne, on sait que vous vivez à l'extérieur, vous travaillez à l'extérieur et il vous arrive d'arriver de temps en temps au pays, de repartir. Quand vous arrivez au Togo, est-ce que vous sentez des changements, oui ou non, en termes d'infrastructure, en termes de réflexion, en termes de mentalité même des Togolais? Parce qu'aujourd'hui, vous vivez dans une autre communauté, vous savez comment est-ce que les gens réagissent, comment est-ce que les gens vivent au quotidien, comment est-ce que les gens pensent. Est-ce que quand vous rentrez au Togo, est-ce que vous sentez des changements ou pas? Vous sentez des évolutions ou pas? Bon, mes oncles disent qu'il y a des vies que mais quand vous avez l'opportunité de sortir, d'aller ailleurs, vous pouvez comparer. Et peut-être même on n'a pas besoin d'aller loin. On a un voisin à côté qu'on peut comparer, où les choses se font sans tambour. Et donc, pour moi aujourd'hui, je vais parler d'un domaine spécifique, l'espace civique. Aujourd'hui, c'est assez criard, mais quand je rentre et j'échange avec les gens, personne n'a envie de s'exprimer. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est ce que je remarque dans ce pays. Tout le monde a peur. De l'autre côté, en termes de développement d'infrastructures, réellement, c'est vrai que le Togo est un petit pays, mais j'ai l'impression que nos initiatives vraiment sont trop en miniature. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour construire un pays si on veut être réellement dans une vision. Je suis choqué quand je vois par exemple un ministre de la République aller inaugurer un feu tricolore dans une ville qui est l'une des villes touristiques de ce pays et où je pense qu'on aurait même dû faire ceci sans en parler parce qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui on ait des villes au Togo où il n'y a pas de feu tricolore. Ça c'est le minimum, c'est le minimum que on dit un bourgmestre ou bien un conseiller local peut aller régler quelque part. Donc sur beaucoup de choses, je suis désolé, mais je serai toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de ma propre personne, j'ai beaucoup d'attentes. Et donc, ça fait que j'applique la même règle à tout le monde.
un pays comme le Togo, 56 600 km², je pense qu'on aurait pu faire plus. Aujourd'hui, quand vous prenez la voie, aujourd'hui, nous disons que nous profitons d'une situation qui se passe dans le Sahel. Nous sommes le port de référence du Sahel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des routes qui permettent vraiment de servir les gens du Sahel? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un chemin de fer qui permet de transporter tout de notre port en eau profonde de l'autre côté? Et le fondamental, c'est que nous partageons des statistiques sur le port autonome de Lomé. Combien de structures au port autonome de Lomé appartiennent encore aux Togolais? Tout ça, c'est des groupes, des structures qui appartiennent à des étrangers, y compris le port, on l'a hypothéqué aux Français, finalement, il a revendu à quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des opportunités stratégiques, mais que nous n'arrivons pas à prendre comme il faut, parfois du fait de la mauvaise gouvernance, ou parfois juste du fait que les gens savent que l'impunité est là et on fait comme on veut. Toujours sur le registre des réflexions qui tendent à préserver la paix ou à créer un peu plus de civisme dans les rues. Quand vous venez au Togo, quand vous circulez dans les rues, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui le civisme a progressé, que les Togolais sont par exemple respectueux des normes ou des règles de la route? Non, de ce côté, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Le citoyen togolais commence par afficher une mauvaise éducation qu'il faut très rapidement arrêter. C'est-à-dire que ce soit sur l'espace numérique, que ce soit sur les routes. Je pense que nous avons parfois l'impression que c'est nous et les autres ne comptent pas. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde est pressé, surtout quand je vois le soir mes frères qui sont à Zongo et consorts, qui n'attendent pas les feux rouges, qui croient qu'ils sont les plus pressés du monde et qu'ils doivent arriver avant les autres, qui violent le feu rouge, qui vont à vive allure. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revisitées de ce côté. Et ça aussi, ça amène à une autre préoccupation, la police nationale. Quand la police nationale est en circulation et autres, malheureusement, la première perception que moi j'ai et que je mets au défi les autres de démentir, on a l'impression que le policier est sur la route pour détecter une opportunité pour arnaquer le citoyen. C'est-à-dire, c'est ça la première chose. Donc, la présence même, comme on le dit, la présence du gendarme, ce n'est pas en réalité un début de sagesse, mais c'est juste une opportunité économique qui est là. Du genre te dit, ok, ça, je vais te verbaliser, tu vas payer tel, ou bien tu me convainc avec un montant inférieur que je mets en poche et la vie continue. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir aujourd'hui. Même sur les questions de permis, il faut qu'on se pose de réelles questions. Aujourd'hui, beaucoup qui vont en moto, ils n'ont pas de permis. Il faut que cette affaire soit revue également. Et avoir un permis aussi, ce n'est pas seulement savoir démarrer un engin et rouler, mais c'est aussi savoir le code de la route et autres. Même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de panneaux de signalisation dans notre capitale, où on n'a pas vraiment tout ce qu'il y a dans le code de la route, il faut quand même qu'on rende un peu plus rigoureux le processus d'acquisition du droit de circuler en moto ou en voiture dans la capitale, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a trop d'affaires. Quand on parle des rues, vous constatez très bien qu'il se passe beaucoup de choses et nous allons ouvrir la parenthèse qui permettra de préserver la paix, notamment dans les rues. Hier, on a célébré la journée internationale de la paix. On sait très bien aussi que la paix passe par là-bas. La paix, c'est pas seulement dans les maisons. On peut avoir la paix dans les rues, notamment à Lomé ou au Togo. Quand on continue pas à célébrer cette journée internationale, est-ce que quelque part, c'est dit que, vu les quelques conflits qu'il y a, que ces conflits-là impactent beaucoup plus sur les autres pays où il y a encore semblable de paix, où il y a une paix relative? Non, ces journées sont une opportunité de rappel, parce que on doit apprécier, même ceux qui ne sont pas en conflit aujourd'hui doivent apprécier ce qu'ils ont comme situation de paix. Et donc, ceux qui sont aussi en conflit doivent apprécier ce qu'ils ont perdu en termes de paix. Donc, ces journées sont des journées qui concernent bien ceux qui sont directement victimes des situations de conflit, mais aussi ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. Et quel est l'appel à la fin de la journée? C'est de s'assurer qu'on comprenne que la paix doit être chérie, doit être protégée. Aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de problèmes, c'est la fin des conflits qui peut apporter des solutions, qui peut apporter la paix. Quand nous prenons aujourd'hui ce qui se passe dans la région des savanes,
Ça veut dire que la paix y est troublée, la paix y est menacée. Les gens ne peuvent plus vaquer à leurs activités comme avant. Aujourd'hui, même si vous arrivez à Dapaon, vous voyez tellement de déploiements militaires, vous êtes questionné, on vous demande, on veut savoir beaucoup de choses. Alors que si on était dans un contexte de paix aussi, personne ne viendra vous emmerder pour chercher à comprendre votre vie. Au bord de la route, un inconnu, c'est pas parce qu'il est entré qu'il va comprendre pourquoi je voyage, qu'il va comprendre pourquoi je vais au village. Mais malheureusement, parce qu'on est dans ce contexte aujourd'hui, on a l'impression que même notre intimité, on ne l'a plus, on doit la partager au risque d'être mal interprétée. Quelle est votre définition de la paix? Est-ce que c'est seulement l'absence de guerre? Bon, ma définition de la paix pour moi, c'est la possibilité pour chacun de vivre décemment et surtout d'être rassuré du fait que, quoi qu'il arrive, sa sécurité n'est pas à risque. Parce que le conflit peut être aussi une opportunité. Dans certains pays, on vous dira que le conflit est une opportunité, ça permet de se développer, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, certains parlent de la transformation de conflit en une opportunité de paix. Donc, le plus important aujourd'hui, et ce que nous savons, c'est que pour être en paix, il faut s'assurer qu'on est dans un environnement où il y a une bonne gouvernance, où il n'y a pas d'impunité et où est-ce que tout le monde est régi par la règle de droit. Et ça, c'est le début. Sinon, si ces choses font défaut, il y aura toujours des gens qui vont chercher à se faire justice eux-mêmes, qui vont chercher à revendiquer certains droits qu'ils n'ont pas. Et on sait tous comment ça commence, mais on n'est jamais en mesure de savoir comment ça peut se terminer, parce qu'il y a des pays où je peux vous rassurer que durant les 30 dernières années, les âmes ne se sont jamais tuées. Il y a des contextes comme ça. Donc, et pourtant, la RDC, par exemple? Oui, la RDC en est un exemple. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses pouvaient être évitées. On est sûr que tout a commencé avec la rébellion du père Kabila, mais avant ça, il y avait aussi, n'oublions pas que ce pays a vécu une sorte d'exclusion au début entre les sécessionnistes et les autres. Donc, il y a des événements dans l'histoire d'un pays où on doit s'assurer qu'on les règle de la façon appropriée. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de paix, nous parlons de terrorisme. Je pense que le terrorisme tel que conçu dans les années 86 n'est pas le terrorisme tel qu'on le voit aujourd'hui. Le terrorisme tel que conçu aujourd'hui, est-ce que ce sont des nationaux, des gens du même pays qui sont là-bas, ou bien c'est des gens venus d'ailleurs? Donc, il y a plusieurs choses. Mais tout ce qu'on reconnaît, c'est que la définition du terrorisme, c'est l'État qui le définit, et par rapport à sa propre loupe. Et parfois, le simple fait de représenter une menace pour l'État, on peut vous donner un label de terroriste. Et donc, il y a aussi ces réalités dont nous ne devons pas nier les faits. On a vu dans ce pays, en août 2017, quand les choses ont commencé, on a voulu transformer mes cousins du PNP en terroristes. On a voulu les présenter comme tels. Donc, ça veut dire aussi que parfois, nous suscitons certaines choses. Et il est important qu'on sache, on a une bonne gouvernance, on a une justice. Si j'étais cynique, je dirais que bon, il faut juste qu'on fasse ce que Fonya Singbe a dit en Chine. Et le Togo serait en paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de choses. Non, il a dit beaucoup de choses, mais il a parlé d'une justice qui, justement, doit être une réelle justice, pas une justice partisane. Il a parlé du fait que nos institutions doivent avoir un caractère légitime. Voilà, donc ce sont des choses en réalité qu'on prêche, mais à l'instar de la minorité qu'on a dénoncée il y a quelques années, on ne voit jamais l'effectivité. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses dont nous sommes tous conscients que nous pouvons faire pour changer les choses. Tout réside dans la volonté politique. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui doit prendre l'initiative en bas, mais il faut que quelqu'un en haut montre que c'est la voie à suivre et tout le monde peut suivre cette marche en réalité. C'est clair qu'au lendemain de la célébration de cette journée internationale de la paix, les pensées sont toujours portées sur des zones de conflit comme le Sahel, comme la région des Grands Lacs, et la Palestine ou le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, et la région de l'Ukraine, où il y a encore des bruits de guerre. Il y a aussi des conflits dans d'autres régions du monde également. Et ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'il y a une course effrénée vers l'armement, ce qui fait craindre aussi l'éventualité d'une grande guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale. Vous qui regardez
ce qui se passe un peu partout dans le monde. On sait aussi que vous flirtez avec les organisations internationales, vous travaillez avec ces organisations-là. Est-ce qu'on peut craindre pour cette bascule? Non, en réalité, par exemple, quand vous prenez une organisation comme l'ONU, elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Pour préserver la paix mondiale. Donc, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on ressent l'impérieux ou la nécessité de cette organisation? Je dirais oui, parce que justement, nous craignons que les choses ne dégénèrent. Donc, ça veut dire que la préoccupation, elle est là, elle est réaliste, et les bons offices doivent continuer par être faits. Mais de tout ça, retenons deux choses fondamentales pour moi. La première, c'est que ce qu'on a appelé Première Guerre mondiale, ce qu'on a appelé Deuxième Guerre mondiale, n'a jamais été l'initiative d'États africains ou de pays africains. Donc, ça a toujours été quelque chose qui est parti de l'Occident. Aujourd'hui, quand on parle d'un prix Nobel, pourquoi est-ce qu'on a parlé du prix Nobel? Le prix Nobel, justement, c'est parce que Nobel a réalisé qu'en fait, que lui, il voulait créer sa bombe, mais pas forcément pour tuer les gens. Donc, c'était une façon de se rattraper. Mais malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où la recherche de la solution militaire est devenue vraiment quelque chose où tout le monde veut être présent. Donc c'est ça le fond même de la chose. La solution militaire est devenue la raison de vivre pour beaucoup de gens. Beaucoup discutent ou menacent par rapport aux armes dont ils disposent. Et ce sont là des réalités avec lesquelles il faut réellement que nous soyons en mesure de devenir transigeants ou intransigeants pour que les choses évoluent. Quand on parle de guerre, il y a ce slogan des années 80 qui veut la paix prépare la guerre. En réalité, une bonne partie des pays se préparent pour la guerre. Des pays africains comme le Togo, est-ce que ces pays-là doivent être dans la même dynamique? Non, je pense que on dit le plus souvent que il faut savoir à quel jeu prendre part. Il faut savoir des jeux auxquels nous pouvons participer parce que nous en avons la compétence, et les jeux auxquels nous ne pouvons pas participer parce que nous n'en avons pas la compétence. Il y a quelques années, on vous dirait que la guerre, d'abord, c'est l'effectif, c'est avoir des troupes, c'est avoir des soldats. Aujourd'hui, les choses ont évolué. La guerre, c'est la technologie. Est-ce qu'en matière de technologie, nous sommes en mesure aujourd'hui de rivaliser avec les autres? Je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs pour garantir tout cela que on essaie toujours d'avoir un cadre dans lequel tous les États sont égaux, même si on sait qu'en réalité, nous ne sommes pas égaux. Et d'autres ont des moyens par lesquels ils influencent. Aujourd'hui, vous prenez une structure comme le Conseil de sécurité. Qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité? C'est ceux qui disposent de la bombe nucléaire. Donc, ça veut dire aussi que ça a sa valeur ajoutée dans le cadre des relations. Et donc, des pays comme le Togo, je pense que la seule priorité que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de s'occuper du bien-être de nos populations. C'est de s'occuper de la bonne gouvernance dans notre pays. Mais les autres là, excusez-moi, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les compétences. Même si quelqu'un nous utilise pour faire une guerre par procuration, nous sommes finis d'avance, nous n'en avons pas les ressources. Il faut qu'on soit sincère et honnête dans ce que nous faisons. Mais la guerre, quand même, est à nos portes. La guerre menée par les terroristes. La guerre menée par les terroristes est à nos portes. Mais cela demande quoi? Cela demande qu'on apporte une réponse qui soit plus pensée. Une réponse qui ne soit pas la réponse armée, essentiellement. Je le dis, le terrorisme, pour ne pas justifier le terrorisme, je ne le justifierai jamais, je ne l'accepterai jamais. Mais il y a toujours des éléments qui contribuent à faire promouvoir ces pratiques, qui contribuent à faire en sorte que les gens se retrouvent dans ces pratiques. Quand je prends par exemple les cas de violation de droits humains, vous croyez que si quelqu'un n'est même pas lié à ces terroristes et que dans la lutte contre le terrorisme, il est victime de brimades, il est victime de violation de ses droits humains, vous êtes sûr que si les terroristes lui font un clin d'œil, il ne va pas se rallier? Parce qu'en fait, c'est l'injustice. C'est le fait qu'on soit conscient qu'on n'a aucun pouvoir face à l'injustice. Le fait qu'on soit conscient, qu'on soit à la merci des autres, tout ça peut être des facteurs qui vont maintenant faire que les gens s'allient ou pas. Donc, aujourd'hui, pour moi, le Togo, nous avons des préoccupations réelles. C'est comment s'assurer que les Togolais puissent vivre décemment, comment s'assurer que les Togolais, dès qu'ils quittent la nationale numéro 1, ne sautent pas dans des routes où on ne sait plus où est le sol, où est le trou.
c'est répondre à ces préoccupations. Si nous y répondons, nous avons une justice qui n'est pas corrompue. Je pense que c'est un bon début pour nous pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Quand on évoque l'insécurité, quand on évoque le terrorisme, demain, le Togo va se rappeler l'attaque du 23 septembre 1986. Et je ne sais pas si vous avez des souvenirs de cette attaque. Non, je ne pense même pas en avoir. Mais... Vous étiez trop jeune Ouais, j'étais trop jeune. Je devais avoir 2 ans le 23 septembre 86. Donc, je suis quand même assez jeune pour la question. Mais en termes d'interprétation, vous verrez qu'en septembre 86, qui est-ce qu'on appelait terroriste? Tout est aujourd'hui une question de qualification. Qui on a qualifié de terroriste? C'était des Togolais qui voulaient en réalité s'en prendre au pouvoir existant. C'était peut-être un coup d'État qu'on a transformé en mettant le vocable terroriste. Et vous savez, quand on vous met le label de terroriste, cela permet à l'État de régler votre compte de façon propre et conventionnelle sans craindre que quelqu'un crie aux droits de l'homme. Donc, c'est pourquoi je dis, même le terrorisme, sa définition, tout dépend de la période. Ce qu'on appelait terrorisme en 86, je ne pense pas que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui terrorisme en 2024, quand nous sommes dans une localité comme les savanes. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, on a tous compris que c'était la question de la mauvaise gouvernance du pouvoir de Gnassingbé Eyadema qui avait amené des Togolais à prendre des armes contre le pouvoir de Gnassingbé Eyadema. On a beau les appeler attaques terroristes, ça c'est la propagande, la communication officielle du gouvernement de l'époque. Mais la question qu'il faut se poser, ce que ces Togolais réclamaient à l'époque, pour lequel ils ont été obligés d'aller chercher des armes, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a amélioré les choses? Est-ce que ce qu'on condamnait à l'époque n'existe plus? C'est ça les questions qu'il faut se poser aujourd'hui, 38 ans après. Mais s'il faut juste continuer par dire qu'il y a eu attaque terroriste, je suis désolé, la nature terroriste même de la chose prête à discussion ou à débat. On va rentrer dans un débat doctrinal pour dire est-ce que c'était vraiment des actes terroristes? Est-ce que c'était une tentative de coup d'État? On sait tous aussi qu'à la suite de ça, il y a eu des purges au sein de l'armée et à différents niveaux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. C'est clair que l'attaque terroriste du 23 septembre 1986 avait fait des bons. Nous allons ouvrir pour la suite un chapitre de finesse, puisque nous allons parler des morts. La nationale, numéro 1, vous faisiez allusion à cette nationale il y a un instant. Cette nationale a encore connu des moments difficiles il y a une semaine avec un accident dans le secteur de d'Atakwame. D'abord, avant même de venir au bilan, à tout ce qu'on peut dire, on constate que de plus en plus d'accidents ont lieu autour d'Atakwame. Oui, je pense, vous savez, en fait, des fois, les gens disent qu'il ne faut pas parler de l'état de la route. Moi, j'ai bien envie d'en parler. Vous savez, quand vous avez construit des routes dans les années 60 pour peut-être prendre les virages avec des petits véhicules, il ne faut pas être étonné aujourd'hui quand on a l'expansion de la technologie, on a des gros véhicules, comment est-ce qu'on les gère sur ces voies. Et donc, il y a aussi une première chose, c'est que est-ce que nos routes telles qu'elles sont aujourd'hui répondent vraiment aux enjeux actuels en matière de mobilité? Il faut se poser de ces réelles questions. Parce que à Takpame aussi, nous savons que c'est la zone où vraiment les virages sont difficiles à manier. Mais plus fondamentalement, pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de s'assurer que les gens qui reçoivent les permis les ont réellement mérités. Mais la seconde chose, c'est qu'au Togo, chaque fois, quand il y a accident, on voit des ministres aller là-bas, on parle, et on éteint la caméra, tout le monde parle, part après. Mais la réalité, ces accidents, est-ce qu'on a des rapports après de ces accidents? Pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour voir comment est-ce qu'on peut corriger ces choses. Moi, je pense que tous ces bus qui font les longs trajets de nuit, il faut vraiment s'assurer que ces bus, les chauffeurs, réellement répondent aux critères. Pourquoi je parle de critères? C'est-à-dire, si tu dois voyager, tu dois conduire les gens la nuit, est-ce qu'en journée, tu te reposes réellement? Est-ce qu'en journée, tu prends le temps de dormir pour être prêt, en forme, pour un voyage de nuit? Ce sont des questions réelles qu'il faut se poser. Et il faut aussi que ces compagnies comprennent que être dans un gros bus, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à craindre
et que vous pouvez passer, rouler à tombeau ouvert. Malheureusement, c'est ce qu'on voit en circulation. Que ce soit les titans, que ce soit les gros bus, ils n'ont aucun problème avec la vitesse. Ils foncent. Et même si vous êtes devant eux, ils vous montrent que, bon, eux, ils peuvent vous cogner ou vous écraser. Donc, il y a cet aspect qu'il faut essentiellement revoir, à mon avis. Ces voyages de nuit, il faut qu'ils soient encadrés. La vitesse sur la route, il faut aujourd'hui aussi qu'on puisse être en mesure de dire qu'avec notre route, voici la vitesse à laquelle il faut aller. Et mettre en œuvre des mesures efficaces pour qu'on s'assure que les gens respectent ces vitesses. Ce n'est pas mettre des gens sur la route pour arrêter et après les corrompre et on pense qu'on a fait quelque chose. Non, il faut vraiment que ça rentre dans notre culture pour dire il y a la limitation de vitesse. Sur tel axe, voici la vitesse qu'il faut avoir. Nous sommes en agglomération ou pas. Voici la vitesse. Donc je pense qu'il y a ces aspects-là qu'il faut essayer de faire. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon le defensive driving. Ce sont des formations qu'on fait le plus souvent aux chauffeurs pour leur montrer aussi comment est-ce qu'ils peuvent conduire dans certains contextes. Donc je pense que ces sociétés, au besoin, il va falloir que la direction des transports routiers aussi revoie les conditions pour que quelqu'un conduise ses bus, mais aussi discute avec ces différentes compagnies des conditions dans lesquelles leurs chauffeurs sont et qui les préparent à faire ces voyages, que ce soit de jour ou de nuit. Quand vous parlez de permis de conduire, vous en avez parlé quand vous faisiez allusion aux émigrants ou aux utilisateurs des motos. Vous en parlez là avec les gros bus. Mais au Togo, est-ce que c'est une question de permis de conduire? Parce qu'on sait, beaucoup ont le permis de conduire, mais ils n'observent pas les règles de conduite. Non, justement. Est-ce que ce n'est pas deux questions différentes? Non, c'est la même question. D'abord, beaucoup ont le permis de conduire. Mais est-ce que nous croyons réellement qu'ils les ont obtenus par le bon procédé? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, si vous avez le permis de conduire, et puisque lorsque nous allons au permis, on évalue aussi notre capacité à respecter les règles de la route, à respecter le code de la route, il y a une partie de l'examen aussi qui porte sur ces sujets, pour ne pas dire la partie principale de l'examen, qui porte sur ces sujets. D'abord, avant même d'aller à la conduite. Donc, est-ce que réellement ces gens qui ont ces permis, ils sont vraiment des gens qui maîtrisent le code de la route? Il faut se poser les bonnes questions. S'ils le maîtrisent, pourquoi est-ce que ne pas faire régulièrement des sessions de rafraîchissement, de recyclage, voilà, de recyclage à ces gens? Donc, ce sont des choses qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement avoir le permis, mais comment est-ce qu'on s'assure que ceux qui ont le permis sont mis dans les bonnes conditions pour pouvoir conduire. Et ça demande une collaboration entre la Direction générale des transports et les compagnies qui font circuler ces bus. C'est comme aujourd'hui on parle de l'aviation, les pilotes. Même si par exemple vous avez une compagnie qui opère, il y a quand même des standards pour lesquels les pilotes doivent être pris. Le nombre d'heures de travail, c'est très important. Un chauffeur ne doit pas conduire au-delà d'un certain nombre d'heures dans la journée. Quand il fait tel nombre d'heures de voyage, il doit pouvoir se reposer tel nombre d'heures avant de pouvoir enchaîner. Est-ce que c'est le cas au niveau de ces compagnies? Ou bien on dit au chauffeur, ah tu conduis, dès que tu arrives là-bas, tu te reposes un peu, dès qu'on met les nouveaux passagers, vous revenez. Donc, il y a ces aspects qu'il faut voir. Parfois, on cherche aussi à économiser au niveau du personnel, tout ça, mais cela a aussi un impact après sur l'activité dans son ensemble. Donc ça, je parle du côté business des transports. Maintenant, du côté privé même des transports, on a aussi beaucoup de gens, c'est parce qu'il a l'argent qu'il a un permis, et c'est parce qu'il a l'argent qu'il s'est offert un engin, et il va comme il veut. Donc, il y a tous ces aspects à voir. La question des 600 km de route de Lomé à Saint-Cassé, cette question, elle revient chaque fois qu'un accident se produit sur cette nationale-là. Visiblement, on a l'impression comme si le Togo n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser refaire cette route. Bon, moi je pense que on a les moyens. D'abord, vous avez ceux-là qui prennent nos 500 pratiquement à chaque fois qu'on passe là, comment ils s'appellent, les choses de péage là. Ah oui, les postes de péage. Les postes de péage, ils raquettent officiellement, conventionnellement, nous qui sommes en voiture. Même les motos aujourd'hui doivent payer. Et ma crainte, c'est que bientôt, avec la taxation à outrance que nous avons au Togo, on va demander aux piétons de payer aussi avant le passage. Donc, toutes ces ressources vont où? C'est ça la réelle préoccupation. Ce que nous mobilisons comme ressources sur le marché régional, ça sert à quoi? Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut me dire que si on crée un Sénat au Togo ou si on augmente le nombre de députés au Parlement, l'argent en question là, si on le met, est-ce que ça ne peut pas faire 100 km de route de qualité quelque part? Il faut arriver à définir les réelles priorités pour le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique. Pour moi, des gouverneurs, on n'en a pas besoin. On va construire des bureaux pour ces gouverneurs. On va créer un personnel à qui on va donner des primes spéciales. Tout cet argent peut servir à régler des problèmes ou des situations réelles. Donc c'est une question de définir les priorités dans lesquelles nous pensons que le pays doit s'investir. Et pour moi, on m'a appris à l'école que la route du développement passe par le développement de la route. Et donc aujourd'hui, on a besoin de ces 600 km de bonne qualité. On a besoin d'un chemin de fer, pas comme le Blue Line ou quoi là, qui est resté quelque part ici. Un chemin de fer qui permet de faire surtout dans le transport des marchandises vers les pays de l'Interland, où on crée un port sec à la frontière, que ce soit à Saint-Cancé ou du côté de Mandouri. Et ça aussi va impulser une certaine activité de l'autre côté. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes si on investit du côté de la route. Vous investissez dans une bonne route aussi, ça veut dire que beaucoup de gens vont aller plus simplement. Ça veut dire que nous ne serons pas obligés d'aller dépenser notre argent pour payer des 4x4 chers. On peut utiliser nos petites voitures citadines parce qu'on a la route pour relier un point A à un point B. Donc, pour moi, c'est le minimum. On a les moyens. Endettons-nous pour développer le Togo, pas pour remplir les poches des gens. Endettons-nous. Si c'est pour la bonne gouvernance, si c'est pour de bons travaux, moi j'encourage le gouvernement à s'endetter et nous allons demander à nos enfants de payer tout en payant nous-mêmes. Mais si c'est pour aller remplir la poche des gens, de grâce, arrêtons de nous endetter. Est-ce que c'est ce que les gens font dans les autres pays? Parce qu'à côté, de plus en plus de Togolais regardent du côté du Bénin, certains regardent du côté d'Abidjan ou encore de Dakar, ou dans ces pays-là aussi des infrastructures. Ils ne sont pas fatigués là-bas, ils ne crient pas « nous sommes fatigués ». Ils posent des actes concrets. Aujourd'hui, à Dakar, on a ce train électrique qui décongestionne le transport dans la ville. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On voit les autres le faire. En quoi est-ce qu'ils sont différents de nous? Pour croire que ce qu'ils font là-bas, nous, on ne peut pas le faire si on a la volonté politique et si on met les moyens qu'il faut. Mais dans un contexte où tout ce que nous voyons, tout ce que nous trouvons dans ce pays, les gens le voient plutôt en opportunité de se mettre de l'argent en poche. Les gens le voient plutôt en opportunité de s'enrichir. C'est normal qu'on n'ira pas loin. Il nous faut de nouveaux paramètres. Il faut refonder la gouvernance en elle-même et en finir avec ces petits groupes d'intérêt. Vous savez, dans un pays comme le Togo aujourd'hui, tout le monde gravite autour des marchés publics. C'est comme si c'est le gouvernement qui fait vivre tout le monde. Vous croyez que les autres pays se sont développés autour des marchés publics? Non. Il y a des secteurs porteurs dans lesquels on peut se développer. Et ces secteurs porteurs, il faut un financement, il faut une capitalisation. Aujourd'hui, on a des banques, beaucoup de banques au Togo. Ces banques-là, est-ce qu'elles appuient les Togolais ou les étrangers? Je vous dirais les étrangers. Parce qu'essentiellement, les Togolais n'arrivent jamais à pouvoir s'en sortir avec ces banques. Et ces étrangers que ces banques appuient le plus souvent, ils ont la caution de l'État togolais pour pouvoir mobiliser des ressources parce qu'on leur a donné des permis d'exploitation et autres qu'on n'a pas donné aux Togolais. Donc, quand vous voyez tout ce tamas de réalité, il faut arriver à prendre les bonnes décisions les plus pertinentes. Endettons-nous pour développer le Togo. Ça, c'est une phrase que nous allons retenir au cours de cette émission à la fin. Endettons-nous pour développer le Togo. Dans 5 minutes, les auditeurs vous poseront des questions peut-être pour comprendre ce que vous parlez, ce que vous mettez dans endettons-nous pour développer le Togo. Nous allons parler un peu de démocratie puisque dimanche dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la démocratie et on sait très bien que c'est une célébration importante. Plusieurs pays du monde sont engagés dans ce processus et chaque année, il plaît aux Nations Unies de faire un break pour faire le point. Comme pour la Journée internationale de la paix et tantôt la Journée de la démocratie. Est-ce que vous pensez aussi que là, il faudrait chaque année rappeler la nécessité de faire un point? Oui, je pense... surtout dans un contexte comme celui du pays, le Togo, où nous avons plutôt l'impression que les choses reculent. Il faut rapidement faire un point et insister et dénoncer tout ce qui ne va pas. Donc c'est d'ailleurs très important, ces occasions solennelles pour le faire. Malheureusement, la démocratie au Togo est tellement entrée que
même des journées comme celle-là, les gens ne sont plus en mesure d'organiser des activités. Aujourd'hui, tu veux organiser des activités au Togo, on te dit qu'il faut avoir un récépissé d'abord. Alors que la loi même sur les associations, le récépissé, ça ne veut rien dire. Déjà, quand vous soumettez votre statut et qu'on vous décharge, le numéro de réception fait office de récépissé. Mais on est dans un contexte où les gens utilisent la force qu'ils ont du fait de leur position pour contraindre tout le monde au silence. Donc aujourd'hui même, personne n'est en mesure d'organiser une réflexion sur la démocratie togolaise parce que tout le monde a peur, chacun a peur pour ses intérêts. Je me rappelle, j'étais encore jeune, mais j'ai vu dans les années 90, le restaurant La Pirogue. C'était là où régulièrement les gens faisaient le débat, les gens enclenchaient le débat. J'ai vu beaucoup d'aînés qui étaient là-bas, qui faisaient des activités. Après, il y a cette affaire de Brodahome. Donc aujourd'hui, ces cadres n'existent plus. Ces cadres n'existent plus. Et donc, ça veut dire que nous avons réellement reculé. Tu es en privé avec beaucoup de Togolais, ils te disent, mais ils ont peur. Parce que la répression, elle est forte. Hier, quelqu'un m'a raconté une histoire, j'en revenais pas. Parce qu'il a parlé sur une plateforme, il s'est fait que, après, la capture d'écran s'est retrouvée. D'abord, il a commencé par recevoir des menaces, mais la capture d'écran s'est retrouvée chez son chef, qui lui a envoyé maintenant une demande d'explication par rapport à ce qu'il allait dire sur la plateforme. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre que nous sommes arrivés à un niveau où c'est comme si nous sommes arrivés à la ménopause du processus qui s'est enclenché dans les années 90. Et très vite, il va falloir qu'on redéfinisse de nouvelles orientations. Si on ne le fait pas, nous serons tous perdants. Que ceux qui font tout pour rétrécir l'espace public et ceux qui, aujourd'hui, constatent qu'il n'y a plus d'espace public, c'est que nous sommes tous perdants. Et c'est le Togo qui est perdant. Ce sont les générations futures qui sont perdantes. Est-ce que quelque part on peut dire qu'il y a juste une transposition d'espace, puisque vous donnez l'exemple du restaurant La Pirogue, qui n'existe d'ailleurs plus, et vous donnez aussi l'exemple de Brodahome. Mais aujourd'hui, les débats ils se déroulent sur les plateformes, justement, sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelque part il y a juste eu le déplacement? Non, il n'y a pas eu de déplacement. Pourquoi? Il y a plutôt eu, c'est-à-dire qu'on dit quand vous êtes acculé, vous vous retrouvez quelque part. Aujourd'hui, nous sommes acculés au niveau des espaces physiques. Donc, nous sommes obligés de nous retrouver dans le monde virtuel. Mais dans ce monde virtuel même, on s'est débrouillé pour incriminer tout le monde là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne vas pas parler au Togo et pas croire que tu es à l'abri. Peu importe le canal que tu as utilisé. Même si c'est un message vocal que tu as donné dans une conversation privée. Si on veut te crucifier après, on te crucifie. Donc, c'est-à-dire, on est... Est-ce que c'est la question aussi, c'est pas le contenu du message? Non, non, non. Vous savez... Est-ce qu'on peut tout dire? Le doyen Robert Dossou disait que si vous voulez avoir des responsabilités publiques, soyez prêts à être critiqués. Mais on ne peut pas avoir des responsabilités publiques et interdire aux gens de nous critiquer. On ne peut pas être en train de jouir des privilèges et dire aux gens que nul n'a le droit de nous critiquer. Parce que c'est ce dans quoi on se retrouve aujourd'hui. Avec la justice dont on parlait, où le procureur, on ne les entend jamais, et ce qu'il faut vraiment, on ne voit jamais les procureurs. Quand on les voit là, c'est pour acculer des gens pour leurs opinions politiques, c'est pour faire enfermer des gens pour leurs opinions politiques. Donc ça veut dire que on utilise l'appareil de l'État à des fins répressifs et de conservation du pouvoir. Quand vous voyez par exemple un ministre qui interdit aux gens de prier, que la prière va impacter, c'est-à-dire c'est des arguments, excusez-moi, quand vous lisez ces choses, ce que vous pensez du ministre, je ne peux même pas le dire. Après avoir lu ce que j'ai pensé de lui, si je le dis ici, ce serait scandaleux. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez que les gens utilisent leur position de dominance pour vraiment faire ce qu'ils veulent. Des gens veulent prier, qu'est-ce qui les empêche de prier? Aujourd'hui, où est-ce qu'on a, quand on fait ces journées de reconnaissance à Dieu là-bas, là, est-ce que ça a empêché quelqu'un de vivre au Togo? Et pourquoi est-ce que quand les autres veulent prier? Mais sur le fond, prière ou pas, pourquoi est-ce qu'on va arrêter des Togolais pour leurs opinions politiques? Pourquoi est-ce qu'on va arrêter des vieux de plus de 70 ans, les mettre en détention jusqu'à ce jour? On a pris des femmes qui avaient des enfants qu'ils allaitaient, on les a enlevés à leurs enfants, on les garde en détention. Pourquoi? Parce que ces gens ont participé à des marches
parce que ces gens ont osé exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à la gouvernance au Togo. Et dans ça, vous croyez qu'on sera en paix? Non, on ne le sera pas. Est-ce qu'on est en démocratie? On peut avoir des éléments qui prétendent qu'on est dans une démocratie, mais on n'est pas en démocratie. Nous évoquerons la suite de ce processus, puisque c'est un processus qui est en cours comme ailleurs dans le monde. Le temps aussi pour les amis qui nous regardent ou qui nous écoutent de participer à l'émission avec leurs contributions, leurs préoccupations au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Je rappelle que notre invité c'est Madi Diabakate, c'est un Togolais, il est essayiste et politologue. L'émission elle est mise en onde par Venceslas Bogakou dehors. C'est lui qui se chargera de vous faire passer dans le direct. On a un premier auditeur. Allô, bonjour.